Bonjour à tous. Tout d'abord, nous tenons à vous remercier pour votre présence ce soir, ainsi qu'à remercier toutes les personnes qui ont contribué aux travaux que nous allons vous présenter ce soir. Le risque de liquidité, c'est un risque qui s'est déjà matérialisé par le passé, notamment sur les 2 dernières décennies, et qui a été remis un peu sous le feu des projecteurs plus récemment avec la crise du Covid, notamment en début 2020, où la liquidité était réduite sur les marchés, même sur des titres de très bonne qualité. Ça a ainsi créé un peu des mouvements de panique sur les marchés pendant quelques jours, qui a été assez vite absorbé, notamment sous l'action des banques centrales. Les régulateurs se sont ainsi de plus en plus intéressés à ce risque, notamment l'EIOPA, avec les stress tests liquidité qu'elle a pu lancer en 2021, et la revue IFRS 2, qui a renforcé la présence de ce risque au sein de la directive. Dans ce cadre, le groupe de travail ALM de l'Institut des actuaires a décidé de se saisir du sujet et s'est posé de nombreuses questions. Un sous-groupe de travail a été constitué et a rédigé une note qui propose un cadre cohérent d'étude du risque de liquidité. Et c'est les conclusions de ce document que nous allons vous présenter ce soir. Pour rappel, ce sous-groupe était constitué de Lily Allag, de la direction des investissements d'Apicil, de Jonathan Suyet, de la direction ALM Group AMA, de Jacques Toledano, de la direction générale des risques Covea, et moi-même, Nicolas Laurin, manager chez Optima. Tout d'abord, Lilia, peux-tu nous rappeler un peu l'état du marché sur le risque de liquidité? Oui, merci. Donc, c'est vrai, avant de commencer notre analyse, on a voulu faire une sorte de benchmark, un état du marché pour essayer de comprendre comment les organismes assureurs, quels étaient les dispositifs de gestion du risque de liquidité auprès des organismes assureurs. On a étudié tous les rapports publiés de 14 grandes entités, voire groupes, tant vie que non-vie. Et il faut savoir que la notion de risque de liquidité est principalement décrite dans les SFCR. Mais une remarque préliminaire à faire, c'est que dans ce sous-groupe de travail, on est 3 à travailler de près ou de loin sur le risque de liquidité auprès de nos entités. Et on a tous noté que ce qui est décrit dans les rapports publiés ne représente que partiellement l'ensemble du dispositif qui est réellement mis en œuvre dans nos entités. Donc, c'est un constat pour nous 3, mais c'est sûrement vrai pour les 14 entités qu'on a étudiées. Mais malgré tout, le fait que ce descriptif soit que partiel, on y trouve pas mal d'informations intéressantes, quelques points de convergence, mais aussi beaucoup de points de divergence. Et ce, dès la définition. Tout le monde ne définit pas de la même façon le risque de liquidité. Donc, tous s'accordent à dire, avec un wording différent, que le risque de liquidité, c'est le risque de ne pas honorer ses engagements lorsqu'ils sont dus. Mais il va y avoir des précisions dans cette définition, et c'est là où on va trouver les divergences. Il y en a, ils vont se situer dans des conditions habituelles de fonctionnement des marchés non stressés, quand d'autres vont se dire c'est y compris en cas de stress de liquidité ou de stress de marché ou de hausse de prestations. Autre précision apportée dans la définition, là où il y a des divergences, il y en a, ils vont dire il faut que je puisse faire face à mes engagements sans vendre d'actifs qui n'étaient pas initialement prévus dans le calendrier. D'autres vont dire je peux vendre des actifs qui n'étaient pas initialement prévus, mais il ne faut pas que je fasse des moins-values. D'autres vont préciser il ne faut pas que ce soit dans des conditions défavorables du fait de la rapidité de la vente. Donc, voilà. Déjà, on a des définitions qui sont discordantes sur des petits points de détail et qui sont assez structurants. Et aussi, sur la manière de gérer le risque de liquidité, on a trouvé pas mal de divergences. Bon, tous démontrent qu'ils ont des investissements qui sont majoritairement liquides. C'est comme ça que principalement ils font face au risque de liquidité. Et c'est pour ça que le risque est considéré non majeur pour la plupart des entités. Je pense qu'il y avait un groupe qui considérait que le risque était significatif pour son entité vie, mais pas pour son entité non vie. Sinon, tout le reste, précisez bien que c'était non majeur. Dans les divergences, il y en a qui vont préciser que le risque il fait l'objet d'une politique dédiée, d'autres, elle est plutôt cumulée avec une autre politique de risque. Il y en a quelques-uns qui vont suivre des indicateurs de liquidité. Donc c'est un petit outil qu'on a trouvé chez plusieurs assureurs et cet indicateur il est mesuré différemment. Il y en a, ils vont être très fins, actif par actif, ils vont dire est-ce qu'il est liquidable sous une semaine, un mois, et définir un stade d'illiquidité. D'autres, ils vont faire ce même suivi, mais de manière plus macro, par classe d'actifs. Donc le private equity est liquide, mais l'action côté est liquide, par exemple.
On voit aussi des divergences sur la vision court terme ou long terme. Il y en a qui précisent bien que le risque de liquidité est un risque court terme. Donc, ils précisent un horizon inférieur à 12 mois. Et d'ailleurs, ça se voit dans leur stress test. Ils ont plutôt des stress tests intermédiaires. Est-ce qu'à l'instant T, j'ai l'ensemble des actifs liquides nécessaires pour face à mes risques? D'autres vont plutôt avoir une vision long terme. Et d'ailleurs, ils précisent que le principal dispositif de gestion du risque de liquidité, c'est leur projection ALM. Donc, vraiment quelque chose de plus long terme. Donc voilà, pas mal d'éléments intéressants qu'on peut trouver dans ces rapports et pas mal d'éléments de divergence. On a des pratiques donc très hétérogènes, mais qu'exige réellement la réglementation? Alors, la réglementation, alors déjà bonjour à tous, pardon. La réglementation, on s'est basé sur le draft de la directive qui a été publiée par la Commission européenne. Les exigences de la liquidité sont mentionnées dans plusieurs endroits. On peut diviser ça en deux. On a d'un côté le court terme et de l'autre côté le long terme. Ce qu'on a considéré comme étant le court terme, c'est toute la partie sur la supervision macroprudentielle. La supervision macroprudentielle est mentionnée dans les attendus de la directive et aussi dans l'article 144B. On dit que les acteurs et les superviseurs doivent pouvoir intervenir en cas de crise dans le risque de liquidité, donc surveiller la liquidité des acteurs et prendre éventuellement des mesures pour faire face à ce risque. On est plutôt dans du court terme puisqu'on imagine que les situations de crise qui sont mentionnées par le régulateur sont surtout des crises systémiques, des crashs dans lesquels les acteurs ne vont pas avoir le temps de faire face au risque, de le traiter et de mettre en place des actions correctives facilement. Sur l'aspect plus long terme, la liquidité est mentionnée dans le LTI, donc ce sont les actions définies, les actions détenues pour le long terme, dans une optique de long terme. Le critère 1G mentionne ce besoin de satisfaire à des conditions de liquidité. On va en parler un peu plus tard, mais grosso modo, il faut avoir un horizon de 5 ans. C'est ce qui est mentionné. On a après des subtilités qui ont été envisagées sur les engagements vie et non-vie, faire une distinction. On ne va pas rentrer là-dedans dans les médias. On a un troisième endroit où la liquidité est mentionnée et c'est pour le Volatility Adjustment. Pour le Volatility Adjustment, il faut faire une démonstration de liquidité et là, potentiellement, l'horizon est très long puisque le VA est utilisé pour actualiser les best estimates et donc, on peut imaginer un test de liquidité qui soit sur toute la durée des engagements. Et là, il faut se référer à l'article 44 des actes délégués. Donc, de nouveau, le risque de liquidité est mentionné dans plusieurs endroits. Et ce qui est intéressant, ce qui est important et qui fait écho à ce que Lydia vient de dire, c'est que les exigences réglementaires ne sont pas unifiées par une vision cohérente du risque et des méthodologies à appliquer pour apprécier ce risque. Comme tu l'as dit, Jacques, les exigences, elles sont nombreuses et pas forcément cohérentes entre elles. Comment est-ce qu'on peut aborder l'étude de ce risque? Alors justement, la problématique qu'on a ici présentée, c'est sur le risque de liquidité qui est connu de tous. Chacun, par son expérience, a déjà été rencontré à cette potentielle matérialisation de ce risque. Donc tout le monde le connaît. Par contre, dès qu'on arrive un peu dans l'opérationnalité, on voit qu'il y a autant de définitions que d'interlocuteurs, que ce soit côté acteur de place, régulateur, autorité de contrôle ou autre. Le risque de liquidité, dans notre étude, elle n'est pas forcément de la même nature, par exemple, chez les banques ou chez les assureurs, parce que c'est une question qui a été débattue lors du GT également. On est vraiment, nous, on s'intéressait vraiment à la partie assurantielle, puisque les banques sont plutôt en avant de phase par rapport à cette définition. Ça a beaucoup plus d'impact sur certaines banques, alors qu'est déjà appréhendé par la plupart des acteurs. Donc, nous, dans notre étude, on s'est plutôt concentré sur la partie assurantielle. Alors, ce sujet de liquidité qui est simple en apparence, il peut devenir bien plus complexe lorsqu'il s'agit de définir opérationnellement. Et donc, au fil
au gré des crises passées et sous l'impulsion des régulateurs, les compagnies d'assurance sont de plus en plus attentives à ce sujet. Et bien que certaines briques, peut-être que les États C6 bis, par exemple, qui vont parler aux plus anciens d'entre nous, je m'inclus dedans, bien sûr, et comme c'est des choses qui avaient déjà été demandées historiquement et qui ont permis, il y a quelques années, d'initier certaines réflexions qui ont été complétées depuis. Alors, les législateurs et autorités de contrôle également sont de plus en plus sensibles à ce sujet. On atteste les notions introduites dans les derniers textes réglementaires que Jacques a présentés tout à l'heure sur les FTI et sur l'AVA. Cependant, y compris dans ces textes, comme l'a signalé Jacques, la définition de la liquidité n'est pas forcément très précise ou sujette à interprétation, d'où notre tentative dans ce GT d'apporter une vision harmonisée. Alors, les objectifs de cette étude consistent à homogénéiser l'ensemble des concepts de liquidité précédemment cités afin de définir une déclinaison opérationnelle applicable à chacun des acteurs selon sa compréhension, ses métriques communes. Pour cela, un cadre d'étude sera présenté dans la suite de la présentation afin d'évoquer notre approche et des hypothèses qui ont été retenues pour proposer un guide de bonne pratique et d'éléments qualitatifs et quantitatifs pour tenter de mesurer et d'atténuer ce risque. Donc, la proposition de définition du risque de liquidité définie par le sous-groupe est ainsi proposée comme étant l'incapacité d'une compagnie pour honorer ses obligations financières de vendre ses actifs dans un délai raisonnable et sans perte significative. Alors, chaque mot étant sous-pesé dans cette définition, parce comme l'a répété Lydia, il y a pas mal de définitions différentes sur les interlocuteurs. Celle qu'on vous propose ici, on va revenir dans un premier temps sur la notion de délai raisonnable. Donc, il y a deux horizons temporels qui se dégagent pour ce risque. Le court terme, car c'est celui où le solde de trésorerie se manifeste. Et puis, ce risque, il est constaté à l'instant T lorsqu'il y a un solde négatif. En revanche, celui-ci doit être anticipé, d'où le pilotage à moyen ou long terme, puisque des actions correctrices peuvent être apportées à moyen ou long terme pour éviter la matérialisation de ce risque court terme. Donc voilà la proposition de définition qu'on a proposée. Il y a également la notion d'obligation financière qui a été définie et qui regroupe aussi bien les engagements de l'assureur vis-à-vis des assurés, qui sont mécaniquement induits et spontanément pensés, mais on a voulu être un peu plus général pour également prendre en compte les obligations des investisseurs si on a eu recours à de la dette extérieure, externe par exemple. Et donc, il y a également ce terme obligation financière qu'on a souhaité mettre en place. Ces obligations sont de nature différente et donc d'où ce formalisme particulier. Afin de respecter ces engagements, l'assureur peut être aussi amené à devoir vendre des actifs pour se financer. Encore faut-il pouvoir les vendre, puisqu'on l'a bien vu dans les dernières crises passées, le marché des fois se bloque, ou il y a des crises de liquidité. Les 2 dernières décennies, par exemple, montrent qu'il y a beaucoup de marchés qui se grippent. Et donc, en fait, lorsque le marché se grippe, l'assureur peut se retrouver en incapacité de vendre ses actifs ou de les vendre en mode dégradé. En mode dégradé, c'est-à-dire vendre avec une perte significative. Ça peut se matérialiser par exemple dans le cas d'un marché peu profond ou lorsqu'il y a un écartement bidasque sur le marché et qui implique une perte significative. Voilà donc pour la définition. Tu voulais peut-être ajouter quelque chose? Oui, si tu permets, excuse-moi Jonathan. Je voulais aussi dire que quand on parle d'obligations financières, on exclut l'incapacité d'une compagnie à vendre pour autre chose que ses obligations financières. C'est-à-dire que si je réalise une perte, mais parce que cela répond à ma stratégie d'allocation ou à ma tactique d'allocation, mais je vends parce que j'ai envie de vendre, on n'est pas dans le cas du risque de liquidité. On est dans le cas du risque de liquidité quand cette vente est motivée par une obligation financière. Tout à fait. C'est vrai que dans le cadre par exemple, des LTI, par exemple, pour rebondir sur ton sujet de tout à l'heure, c'est bien écrit vente forcée. Ouais. C'est ce mot forcé que Jacques a à juste titre rappelé. Maintenant que notre définition est précisée, quelles sont les sources de ce risque?
Alors, les sources du risque, c'est une bonne question. C'est de façon pragmatique, il y a deux sources principales. Soit ça vient de l'actif, soit ça vient du passif. Alors, ça peut être une augmentation des flux nets du passif ou une diminution des flux nets de l'actif. Pour les flux nets de passif, ça peut provenir d'une hausse de la sinistralité, mais ça peut aussi provenir d'une baisse des cotisations. Et puis pour l'actif, ça peut provenir d'une baisse de rendement. Ça peut être aussi des appels de marge qui est prévu, et donc il faut bien les anticiper. Dans chacun des deux sources potentielles, des deux grandes familles de sources, on a voulu les définir dans trois grandes catégories. Donc tout ce qui est lié aux conditions économiques, donc tout ce qui est lié à la conjoncture subie par les compagnies, celles liées aussi aux facteurs exogènes dont la cause est externe à l'entreprise, et puis celles où les entreprises ont un petit peu plus la main, c'est des éléments propres à chacune des compagnies. Donc la première qui nous vient forcément à l'esprit pour un risque de liquidité, c'est tout ce qui concerne les conditions économiques. Côté actif, la baisse des taux, par exemple, qui s'est opérée depuis quelques années, a obligé les institutionnels à acheter les obligations avec des moindres coupons. Donc, ça a modifié les projections de flux d'actifs. Et donc, ça a clairement modifié les gaps actifs-passifs. De même, l'instabilité des marchés actions a pu modifier les répartitions d'actifs. Il y a eu des allocations plus ou moins importantes en actions ou autres. Et donc, ça a même pu bloquer, dans certains cas, certaines ventes. Et donc, ça a impacté les projections d'actifs projetés. Côté passif, ces conditions économiques ont pu amener certaines entreprises dans des problématiques de provisionnement telles que la PAF, par exemple, l'identité en santé prévoyance, ou bien un aménagement de leur politique de distribution de PPV pour tout ce qui est épargne. Pour côté IARD, il y a aussi des éléments en lien avec les CatNat ou qui sont liés à la conjoncture, l'environnement, qui peuvent engendrer des modifications substantielles de projection du flux de passif. Ça, c'est des éléments qui sont cités de façon plus détaillée et regroupés dans ce tableau. Le contexte actuel, mais aussi en avant l'incidence de l'inflation, c'est un sujet préoccupant en ce moment. Sur les revalorisations, par exemple, futures des rentes, et donc mécaniquement, ça influence les projections de flux futurs de passifs, et donc il faut bien les prendre en compte dans le risque de liquidité des entreprises. Alors, tous ces éléments de contexte peuvent également avoir une incidence indirecte sur le comportement des assurés, et là, on va être plutôt du côté épargne, puisque quand les taux remontent actuellement, l'entreprise peut être confrontée à un événement, un comportement des assurés de acheter massivement leurs contrats, et donc il faut avoir la liquidité en face. Et donc, côté actif, il peut y avoir soit ces rachats massifs, soit des arbitrages, quand il y a des secousses de marché également. Et donc, il faut que cet arbitrage soit réalisé avec un marché qui peut être complètement grippé ou atteint, comme on l'a dit tout à l'heure, en raison de facteurs endogènes ou exogènes, soit sur une crise généralisée, comme on a pu le voir par le passé, soit une crise émetteur sur un émetteur particulier ou un type d'actif. Et donc, tout ça, ça constitue bien un facteur potentiel d'impasse de liquidité. Enfin, des éléments sur la troisième catégorie qui sont propres à l'entreprise. Donc, côté actif, on va voir la politique d'investissement, on en a parlé rapidement tout à l'heure, mais ça a une incidence sur le solde de trésorerie. Et puis, côté passif, la stratégie commerciale, on peut être amené à faire du dumping tarifaire ou avoir des produits d'appel qui vont avoir un résultat technique un peu dégradé, et puis on va essayer de faire compenser par des produits financiers plus importants. Et dans ce cas-là, les flux techniques sont volontairement insuffisants, et donc il faut bien anticiper et prendre en compte tous ces éléments dans les projections futures. Donc, tous ces éléments cités précédemment constituent une liste non exhaustive de sources potentielles de risque de liquidité. Ainsi, pour anticiper et réduire la probabilité d'occurrence de celui-ci, il faut suivre ce risque avec attention et régulièrement, en mettant en place des indicateurs ou des tests de liquidité que Lydia va nous présenter par la suite. Juste avant de passer la parole à Lydia, on a une question de Daphne Global qui est en lien avec ce dont tu évoquais, Jonathan.
Daphné nous demande si le superviseur belge est également préoccupé par les appels de marge sur les dérivés. Partagez-vous ce point de vue. Alors, on va en parler. Bonjour Daphné, merci d'être là. Et on va parler tout de suite de ce sujet. On va en parler quand on fera le stress. Oui, dans quelques slides. Ça marche. On va d'abord introduire le test. Voilà. L'idée, c'est de dire que pour suivre le risque de liquidité, il faut faire plusieurs tests, plusieurs projections pour voir quels sont nos soldes de trésorerie en fonction de plusieurs événements. Donc, parmi toutes les sources de liquidité qui peuvent être déclenchées, on va citer Jonathan. Et donc, c'est des projections qui seront effectuées sur plusieurs pas de temps. Et là aussi, on va aborder un petit peu le sujet. Et il faut projeter les soldes de trésorerie. Donc, ce sera vraiment notre résultante de test en disant est-ce que mes soldes de trésorerie sont satisfaisants ou pas. C'est mon indicateur. Comment on va le mesurer satisfaisant? C'est soit on est très puriste, on se dit s'il passe négatif, là, c'est pas bon, j'ai un problème de liquidité. Soit on se rajoute une petite marge de prudence, donc il faut que ce soit un seuil qui soit non nul. Et si je descends en dessous de ce seuil, c'est que là, je commence à avoir un risque de liquidité. Et si je suis trop prudent, mon solde de trésorerie, c'est ma situation initiale, donc je ne regarde que mes flux entrées-sorties et je ne regarde pas la consommation potentielle de cash que je peux faire, mais ce serait enlever une petite source de liquidité qui serait intéressante. Avant de donner le cadre du risque de liquidité, déjà entre nous, on s'est posé pas mal de questions. Donc, c'est la slide suivante. J'ai passé le compte. Désolé. Donc voilà, on s'est posé pas mal de questions et donc, du coup, on a voulu partager avec vous toutes nos questions et aussi nos conclusions. La première, c'est est-ce que dans nos projections, il faut prendre en compte les primes futures ou est-ce qu'il faut raisonner en run-off? Et notre réponse est oui, les primes futures sont à prendre en compte. C'est une source importante de liquidité, c'est voire même une source primordiale de liquidité pour certaines activités de nos vies. Et donc, ça nous fausse toute notre étude, ça pourrait nous obliger à essayer de vendre plus d'actifs illiquides qu'on en a besoin pour répondre à nos besoins. Donc oui, il faut prendre en compte les primes futures. Et donc, sans se limiter aux frontières des contrats, c'est vrai, vraiment supposer des renouvellements. Exactement, c'est le new business. Exactement. Et de la même façon, doit-on travailler en risque neutre ou en monde réel? La réponse est en monde réel. Le risque neutre suppose un écrêtement des actifs qui ne s'observe pas dans la réalité, donc ça nous biaise aussi la source de liquidité. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir une vision réelle de nos risques. Et donc, il faut effectuer des simulations en monde réel. Après, opérationnellement, si on considère que notre modélisation des flux de prestations risque neutre ressemble à celle du monde réel parce que j'ai la même loi de décès, la même loi de sinistralité, opérationnellement, c'est vrai que ce flux de prestations, je les ai déjà, ça peut être un raccourci, mais en théorie, c'est vraiment le monde réel qui doit être utilisé pour avoir une appréhension du risque de liquidité. La troisième question qu'on s'est posée, c'est doit-on gérer au niveau groupe ou au niveau solo, sachant qu'il y a pas mal de solutions pour que le groupe aide ces entités à répondre au risque de liquidité. Et nous, notre réponse a été, ça dépend à quel niveau le risque de liquidité est géré au sein de mon groupe. On sait que certains groupes gèrent des pools de liquidité, donc c'est vraiment des portefeuilles qui sont totalement mutualisés, donc qui existent et qui sont mutualisés pour toutes les entités. Donc c'est une gestion au niveau groupe et donc la modélisation doit être faite au niveau groupe. Par contre, s'il n'y a pas ces portefeuilles mutualisés, il faut faire la gestion au niveau entité, voire même au niveau canton s'il n'y a pas de mutualisation entre cantons. Il peut y avoir des solutions en se disant oui, mais telle entité mère peut prêter de l'argent à telle entité fille. C'est une solution que je me garde si jamais j'ai un problème. Donc oui, mais tant que la liquidité est gérée au niveau solo, on projette au niveau solo. Et l'idée, c'est que ces tests puissent nous identifier quels sont les points de tension qui font que je dois déclencher cette solution. Mais a priori, tant que si elle n'est pas déjà engagée, cette solution, je ne la projette pas. Autre question. Doit-on raisonner en scénario central, en situation normale ou en situation stressée? Et là, la réponse, c'est qu'il faut faire plusieurs tests. Déjà, pour répondre à la réglementation pour le VA, pour le LTI, le LTI demande d'avoir aussi des situations stressées. En situation normale, pour voir si tout se passe bien, où est-ce que j'en suis, et ensuite en situation de stress pour dire mais où sont mes risques, quels sont les points de tension que je peux avoir.
Et l'idéal, ce qu'on propose, qui n'est pas forcément facile à faire opérationnellement, c'est d'essayer d'avoir des sortes de points morts ou des points d'alerte, de se dire à partir de quel niveau de stress je suis en danger. Donc, je me dis, tant que je n'atteins pas ce niveau d'alerte, je suis tranquille, si je l'atteins, il faut que je fasse quelque chose. Par exemple, on dit qu'il faut prendre en compte les crimes futurs. Je peux me dire à partir de quel niveau de baisse de collecte je commence à être en risque et il faut que, opérationnellement, je me pose la question, est-ce qu'il faut que je vende des actifs ou pas? Mais donc, voilà, il faut faire plusieurs tests. Et enfin, la dernière question qu'on s'est posée, puisqu'on l'a vu que ça faisait partie d'une source de divergence auprès de tous les acteurs du marché, est-ce que le risque de liquidité est un risque court terme ou un risque long terme? Donc, Jonathan a un peu précisé le point quand il a expliqué la définition, mais voilà. Donc, pour nous, on s'est dit, le risque de liquidité à proprement parler, c'est un risque court terme. C'est aujourd'hui, immédiatement, comment je fais pour faire face à mes obligations financières, sachant que sur le long terme, j'ai plusieurs solutions. Je peux adapter ma stratégie financière, voilà, je peux vendre des actifs en avance, je peux demander un prêt. Donc, j'ai beaucoup de solutions de contournement. Donc, c'est vraiment un risque court terme. Par contre, il se pilote tant sur le court terme que sur le long terme. Et donc, du coup, quand on fait nos stress tests, il faut faire les stress tests sur le court terme et également sur le long terme. Mais comment vont s'articuler ces deux horizons de projection en pratique? Alors, en fait, Lilia a très, très bien résumé. On a une tension dans le risque de liquidité qui se voit bien tant chez les acteurs dans la variété de leurs pratiques que chez le régulateur dans la variété de ses demandes. Le risque de liquidité, c'est un risque de court terme a priori, mais on voit que pour certains acteurs ou dans certains points de la régulation, le risque de liquidité, c'est plutôt de l'ALM en fait, dans la façon dont on l'appréhende. Donc, pour concilier ces deux visions, ces deux façons de faire, on se propose de faire un test de liquidité qui soit à la fois sur du court terme et sur du long terme et qui prenne en compte ces différentes dimensions du risque de liquidité. À court terme, je vais projeter mes soldes de trésorerie, ce que mentionnait Lilia. Je vais les projeter à un horizon taux minuscule et à une cadence θ minuscule. θ, mon pas de projection, c'est le délai moyen de règlement de mes prestations. Par exemple, un mois. C'est le délai de prestation légal pour les contrats d'assurance vie. Mon horizon de projection à court terme, c'est l'horizon de gestion de risque de liquidité, au-delà duquel je peux trouver des fonds, je peux gérer ma liquidité sans avoir à activer des mesures d'urgence. Donc, si j'ai une crise avant mon horizon taux minuscule, je dois activer des procédures d'urgence. Je ne peux pas me satisfaire de ce que j'ai et je ne peux pas me mobiliser des choses facilement, hormis ce qui était déjà prêt. Quand on veut raisonner à plus long terme, donc c'est le risque de liquidité à plus long terme, c'est plutôt de l'ALM ou ce que disait Lilia, c'est la gestion de risque de liquidité de façon plus prospective. Là, je vais avoir une cadence qui est plus large, une maille de projection plus large. Je vais voir à quel horizon, à quelle cadence je gère mes équilibres actifs-passifs. Typiquement, on fait des projections de 1 an dans nos projections des équilibres actifs-passifs. L'horizon de projection, taux majuscule, c'est au minimum 5 ans. C'est ce qui est prévu par le LTI et c'est cohérent avec les ORSA et les business plans dans beaucoup de compagnies. Mais on peut imaginer que cet horizon de projection aille jusqu'à l'extinction des engagements portés en date zéro. Alors, qu'est-ce qu'il faut projeter? Il faut projeter, en réalité, tout ce qui a une incidence sur le solde de trésorerie. Alors, déjà, on peut faire une petite remarque, on ne va pas projeter forcément ce qui relève de la solvabilité, puisqu'on est dans un test de liquidité. Donc, calculer des bilans DSCR prospectifs, ce n'est pas vraiment notre objet ici. Par contre, ce qui est notre objet, c'est les éléments qui vont avoir un impact sur la trésorerie. Donc, à l'actif, on va avoir le repo, les appels de marge. Voilà, Daphné, c'est ici qu'on parle du sujet. On va avoir les remboursements obligataires,
tout ce qui est coupons, dividendes, loyers. Alors, c'est des flux qui ne sont pas tous contractuels, mais qui participent à la constitution de la trésorerie de la compagnie. On va voir les transactions intra-groupes. D'ailleurs, les transactions intra-groupes figurent à l'actif comme au passif, selon leur sens. Et on va avoir des achats-ventes d'actifs qui vont affecter elles aussi la trésorerie. Au passif, on a les primes, y compris les tacits de reconduction. Donc, ça fait écho aux questions qu'on s'était posées. On va voir toutes nos prestations, les frais, les avances, les coupons et dividendes. Donc, c'est ceux que la compagnie doit verser à ses actionnaires ou à ses détenteurs d'obligations ou à ses créanciers, les remboursements et émissions de dette vis-à-vis des créanciers et de nouveau les transactions intra-groupes. Alors, ce test-là, donc, on a fait une projection des soldes de trésorerie. À quel moment on va dire que le test a été passé avec succès ou alors, au contraire, à quel moment le test a échoué? À court terme, on est donc de nouveau, je rappelle, on est dans un cadre de supervision macroprudentielle essentiellement. Ce qui va intéresser le superviseur, on imagine, c'est surtout de voir le scénario stressé. Qu'est-ce qui va se passer en cas de crash? Il n'y a pas à proprement parler de succès ou d'échec du test. Ce que veut voir le superviseur, c'est essentiellement le risque systémique. On ne s'intéresse pas forcément à la situation de telle ou telle compagnie, on s'intéresse à la possibilité d'un risque systémique de se matérialiser. Donc, le superviseur veut voir comment je vais gérer ma liquidité dans une situation stressée, va voir comment les autres acteurs de marché gèrent leur liquidité dans une situation stressée et va potentiellement intervenir ou prendre des mesures correctives s'il se rend compte qu'un risque potentiel pourrait se matérialiser. Un exemple, si je vends des actions pour faire face à un risque de liquidité et il s'avère que tout le monde vendrait des actions pour faire face à un risque de liquidité, on a potentiellement un effet d'entraînement que le superviseur voudrait contrôler. À plus long terme, donc, on est préoccupé par le LTI et le VA, en tout cas dans le cadre de la réglementation prudentielle. Le LTI, c'est une mesure de SCR. Donc, clairement, on se place dans un scénario stressé. On veut voir si on est prêt, si on peut faire face à un scénario adverse. Et le test de liquidité est mis en échec si je suis forcé de vendre des actions LTI. Pour le VA, on est plutôt en scénario central. Le VA est utilisé pour calculer le bilan prudentiel en scénario central. C'est surtout là que le VA doit fonctionner en centrale. On est beaucoup moins dans une perspective stressée, ou en tout cas, c'est seulement secondaire dans notre propos. Qu'est-ce qui va faire qu'on ne passe pas le test de liquidité? C'est si on est forcé de vendre des obligations pour satisfaire le test et qu'en vendant ces obligations, on crée des impasses actifs-passifs. Maintenant que nous sommes capables de mesurer ce risque de liquidité, quelles sont les mesures qui peuvent être mises en œuvre pour essayer de le réduire? Donc, dans le groupe de travail et dans la note qui va être publiée sur le site, on a voulu proposer plusieurs mesures de bonnes pratiques qui permettent d'atténuer le risque. Ici, on ne vous les propose pas toutes, seulement celles qui nous ont paru les plus intéressantes, à commencer par la gestion du risque sur le court terme. Donc, on sait que c'est un risque court terme, donc il faut avoir un suivi limite quotidien pour vérifier qu'on n'a pas d'impact de trésorerie. Et la première chose à avoir, c'est d'avoir un niveau de trésorerie de précaution qui nous permet de faire face à tous les imprévus et à éviter de vendre systématiquement nos actifs. Parce que voilà, la seule chose certaine dans les imprévus, c'est qu'ils sont toujours là. Ils y arrivent. Voilà. Donc les projections court terme, il faut les faire très régulièrement. Ça nous permet d'anticiper les prochaines insuffisances de trésorerie. Et par exemple, si j'ai commencé à grignoter mon épargne de précaution, une mise à jour de ma projection court terme va permettre de me dire est-ce que je vais revenir au-dessus de mon épargne de précaution ou est-ce que, parce qu'il va y avoir une échéance par exemple, ou est-ce qu'il faut que je fasse une action particulière pour la rétablir. Et ce qu'on a trouvé aussi intéressant, ça a été détaillé dans plusieurs rapports SFCR d'entités, c'est qu'il y en a qui ont des procédures renforcées de surveillance en cas d'alerte ou de stress de liquidité sur le marché, donc, et qui l'ont appliqué pendant le Covid.
Et c'est vrai que c'est des procédures qui sont préétablies et qui permettent d'être beaucoup plus réactifs sur le court terme quand ce genre de tension arrive. Sinon, on a vu aussi que le risque de liquidité se pilote sur le long terme et donc principalement via les études ALM, via les projections qu'on propose. Dans nos orientations stratégiques, intégrer d'avoir une partie d'actifs liquides assez importante. Donc, on peut aussi essayer de suivre des indicateurs de liquidité sur le portefeuille pour vérifier qu'on n'a pas de dégradation ou de concentration d'actifs liquides. Et ces niveaux d'alerte qu'on a dit. Donc, ces stress tests nous permettent de dire au-dessus de là, il faut que je fasse attention, il faut que je surveille un peu plus, au-dessus de ce niveau de baisse de collecte ou autre. C'est important d'essayer d'établir des niveaux d'alerte. Sinon, comme tout risque financier, la diversification, c'est un principe important et ça s'applique aussi sur le risque de liquidité. Donc, tant sur la diversification des supports, il faut des comptes bancaires, il faut pourquoi pas des contrats de capi, des OPC monétaires, et aussi une diversification sur les contreparties. Toutes les couvertures qui sont présentes dans le portefeuille, même si leur objectif, ce n'est pas de faire face au risque de liquidité, mais plus, par exemple, pour faire face au risque action, elles servent aussi à réduire le risque de liquidité. Parce que quand je dois vendre des actifs dans une phase de baisse des actions, le fait d'avoir eu ce revenu supplémentaire, donc cette liquidité supplémentaire, ça m'aide à faire face au risque. Donc oui, il y a des appels de marge, c'est aussi une source de liquidité, mais c'est aussi, en cas de marché tendu, une source de liquidité qui nous aide. Sur toutes les management actions qui peuvent être mises en place une fois que je vois que le risque arrive, par exemple, j'ai fait ma projection ALM et je vois que dans 3 ans, je vais avoir une impasse de trésorerie. Soit je peux attendre qu'elle arrive et continuer à vendre systématiquement mes actifs liquides et me dire, je concentre sur mes actifs liquides, soit je me dis, elle arrive dans 3 ans, je vais adapter ma stratégie financière et je vais penser, je vais anticiper le fait qu'aujourd'hui, dès maintenant, je peux vendre un actif illiquide qui me permettra de répondre à mes besoins. Voilà. J'ai le temps suffisant là pour les vendre dans des bonnes conditions. Les demandes de prêt auprès de contreparties bancaires aussi. Donc ça, c'est évident, une manque d'argent, je fais un prêt, mais si elles sont anticipées, si elles sont négociées en avance, si j'ai identifié une poche de titres que je peux mettre en garantie pour réduire le coût, c'est une management action qui peut s'appliquer très vite, si elle est bien préparée. Et aussi, bien sûr, on en a parlé un petit peu sur le niveau solo, les solutions, c'est les solidarités entre entités d'un groupe. Un tel prête à un tel parce qu'il a plus de liquidité, il va avoir des difficultés. Et pareil, s'il y a un process qui est préétabli, c'est quelque chose dont on a l'habitude ou qu'on a anticipé, le jour J, c'est plus facile de le mettre en œuvre avec des conditions facilitées et un coût opérationnel facilité. Donc, plein de solutions pour réduire ce risque. Après ce tour d'horizon des pratiques et exigences, nous proposons ainsi ce cadre harmonisé permettant l'analyse du risque de liquidité via la mise en place de stress, de tests de résistance, de critères de succès ainsi que de pistes permettant de réduire le risque. Nous vous encourageons tous à consulter le détail de ces éléments qui sera formalisé dans une note qui paraîtra très prochainement sur le site de l'Institut. Et en attendant, nous prenons toutes vos questions. Merci à tous de votre attention. Il y a des questions. Nous avons notamment une question de Najif Reya qui nous dit « Il y a en effet des divergences entre la gestion de ce risque par les sociétés d'assurance et par les banques. Néanmoins, ne pensez-vous pas que les enseignements des définitions de pratiques bancaires seraient utiles et transposables aux assurances ?» C'est sûr que, comme on l'a signalé tout à l'heure, il y a une grande différence entre la gestion du risque de liquidité côté banque et côté assurance. Comme j'ai dit tout à l'heure, les banques sont plutôt en avance de phase, d'où la question, je pense, d'où cette volonté de peut-être anticiper, de reprendre un peu les choses du côté banque. Alors après, il y a vraiment une grande différence. Alors ça a été des sujets aussi en interne au niveau du GT, ALM également. Il y a vraiment une grande différence, c'est que côté assurantiel, on est vraiment en cycle de production inversée. Donc par rapport à la banque, on n'est pas du tout dans la même configuration, ce qui fait qu'en moyenne, le risque de liquidité sur les banques est quand même beaucoup plus impactant et donc a été beaucoup plus appréhendé déjà en amont. Côté assurantiel, tout le monde voit
ce que c'est que le risque de liquidité, mais comme c'est un peu moins impactant, j'ai envie de dire, c'était moins dans les priorités premières, entre guillemets, si on peut dire ça. Et donc, potentiellement, le chemin, il est encore un peu long, où il commence à être initié sous la pression notamment des régulateurs. Et on essaye vraiment d'avoir quelque chose au niveau des compagnies d'assurance, comme il y a l'a dit, chacun avance petit à petit. Mais typiquement, on pourrait éventuellement s'inspirer de ce que la banque a fait, mais il faut les adapter au contexte assurantiel. Je sens, et je suis en complet désaccord avec toi, mon cher Jonathan. Mais on a eu effectivement cette discussion animée. Déjà, les banques font de la transformation et font de la création monétaire, et les assurances ne font pas ça du tout. Donc, on est sur des pratiques qui sont complètement différentes. D'ailleurs, le stress test 2021 a bien montré que le risque de liquidité était très peu important dans l'industrie en Europe. Donc, on est sur des pratiques qui sont vraiment différentes, et donc je ne pense pas qu'on puisse s'inspirer vraiment l'un de l'autre. À titre d'exemple, justement, le gros problème d'une banque, c'est le bank run. Donc, je dois payer immédiatement mes clients, parce qu'ils ont le droit de me demander immédiatement de retirer leurs fonds. Ce n'est pas le cas en assurance. En assurance, le délai pour régler est beaucoup plus long. Le délai légal pour régler est beaucoup plus long. Le gros problème quand je suis en assurance, c'est une inadéquation entre l'actif et le passif. On a en assurance une dimension temporelle qui est très largement absente, ou en tout cas qui est beaucoup moins prégnante en banque, qui se pose de façon complètement différente. Et donc, c'est pour ça, par exemple, qu'un ratio de liquidité en banque n'aurait pas grand sens en assurance, parce qu'il nous ferait perdre toute la dimension temporelle qui serait écrasée. Si je vous dis j'ai des actifs liquides en face de mes BE, ça ne vous dit pas grand-chose, parce que mes BE, en vous donnant mon BE, la hauteur de mes engagements, je ne vous donne pas les maturités auxquelles je suis engagé. Je ne vous donne pas l'horizon temporel. Et donc, vous ne savez pas si ces actifs liquides sont adaptés ou pas à mes BE. Pour prendre un exemple un peu caricatural, j'ai des BE sur des engagements de retraite qui sont extrêmement longs. C'est normal d'avoir des actifs illiquides en représentation de ces passifs. C'est tout à fait normal. Donc, un ratio de liquidité, enfin un LCR bancaire, n'aurait pas vraiment de sens dans ce cas-là. Après, c'était des choses, pas à prendre stricto sensu, mais plutôt des concepts qui pouvaient se rapprocher dans la conception de la liquidité. Ensuite, comme j'ai dit tout à l'heure, le principe est complètement différent avec le cycle de production inversé. Et donc, c'est l'adaptation ensuite est propre à chaque entité assurantielle qui veut mettre en place des indicateurs. Ça, là-dessus, on est d'accord, je pense qu'on a des indicateurs de liquidité, que ce soit chez les banques ou chez les assureurs. J'ai une autre question, plutôt peut-être pour Lélia, de Jean-Pierre Alix, qui me demande: avez-vous défini une mesure de risque de liquidité? Donc, je pense qu'on n'a peut-être pas été assez clair sur notre manière de mesurer le risque de liquidité. Peut-être qu'on peut revenir sur le slide principe, je pense. Là. Oui, donc, la principale mesure, c'est justement de faire des projections et de regarder les soldes de trésorerie. Est-ce que j'ai une impasse qui arrive qui peut se résoudre facilement, ou j'ai une impasse de trésorerie qui arrive soudainement, je n'y étais pas attendu, et donc dans ce cas-là, il faut que je vende des actifs, il faut que je vende des actifs rapidement, potentiellement à perte, ou ce que je ne voulais pas parce que j'avais une espérance de rendement sur ces actifs qui me sont intéressants. Donc c'est ce test qui est le principal outil pour identifier les risques de liquidité potentiels. Et ensuite, oui, il y a d'autres outils pour gérer le risque de liquidité, donc des indicateurs pour vérifier qu'on a toujours une part d'actifs liquides et liquidables, J+1 ou J+1 semaine. C'est des outils qui, voilà, on sait qu'à
avoir une majorité d'actifs liquides, c'est la principale solution pour le problème de la liquidité, outre le fait d'avoir ces projections qui me disent que j'ai toujours la trésorerie nécessaire pour faire face à mes engagements. On a une autre question de Pierre-Henri Floquet. De votre point de vue, est-ce que le risque de liquidité a tendance à augmenter structurellement pour les compagnies d'assurance dans les conditions économiques et financières actuelles? Vraiment, je n'ai pas vu une hausse du risque de liquidité. C'est plutôt, il y a des périodes de tension qui s'appliquent. Pour le Covid, je crois qu'on a eu 3 semaines tous un petit peu peur pendant la crise Covid. Tous un petit peu peur parce que même nos actifs les plus liquides n'étaient pas vendables. Voilà. Heureusement, les banques n'étaient pas aussi en risque que nous, donc il y en a certaines qui ont pu nous aider. Mais sinon, à part des petites phases de tension, il n'y a pas forcément une cause structurelle. C'est plus des éléments un peu ponctuels où il y a le marché, ce qu'il n'aime pas, c'est l'incertitude. Dès qu'il y a une incertitude, on l'a bien vu avec le Covid ou précédemment avec les tensions géopolitiques, il y a une tension, le marché réagit très fortement, même avec un effet levier très important, si on peut dire ça, de sorte que ça bloque complètement le marché. Ensuite, une fois que ça se détend, ça revient progressivement un petit peu à la normale, avec quelques petits pics ponctuels. Mais structurellement, comme le mot que tu as choisi, Emilia, est exactement ça, structurellement, il n'y a pas de dérive au fil du temps. Mais il y a des soubresauts ponctuels. Ouais, et du coup, j'abonde dans le même sens. Structurellement, comme on a un cycle de production inversé, naturellement, on est plutôt long en cash. Donc, il peut y avoir des bonnes raisons qui font qu'à un moment donné, on ne sera pas long en cash. Ça peut être beaucoup de raisons, mais a priori, on est liquide au départ. Voilà. Par contre, là où le risque de liquidité va nous peser, c'est si on voit que ça impacte la stratégie financière qu'on voulait. Donc, on a dû vendre des actifs qu'on ne voulait pas. Donc, on peut y faire face. Finalement, on va payer nos engagements, mais ça va nous coûter par rapport à ce qu'on voulait faire sur notre stratégie financière. Et l'autre point, c'est qu'on voit que les régulateurs sont quand même un peu plus vigilants sur les exigences. Et donc, du coup, il est plus difficile de justifier peut-être que oui, mon LTI va fonctionner dans tous les cas si je n'ai pas une meilleure maîtrise de mon risque. Donc là, c'est plutôt pour faire face aux exigences réglementaires que je prouve bien que je maîtrise mon risque et que j'ai fait toutes les mesures nécessaires. Mais sinon, mon risque n'est pas plus élevé aujourd'hui qu'il y a 7 ans. Alors, Pierre-Henri précise un peu sa question en lui demandant un peu qu'est-ce qui se passerait dans un scénario un peu hypothétique d'une hausse des rachats, de rachats massifs combinée avec une baisse de la valeur des portefeuilles obligataires en période de hausse de taux. Ça, on l'observe un peu plus récemment. Hein. Oui, c'est un risque. C'est un risque justement de vendre des obligations en moins-value. C'est un risque qui est mesuré ou du moins anticipé, défini comme le risque majeur, notamment côté épargne. C'était vraiment avec la baisse des taux depuis quelques années. On a fait rentrer en portefeuille, on a écoulé tout le stock avec des gros taux de coupons, on a fait rentrer des taux avec des taux de rendement assez faibles. Et le principal risque, il était la baisse continue des taux et une remontée brutale. C'est exactement là où on en est un petit peu. Alors la brutalité, ensuite, chacun jugera de la significativité en fonction de son portefeuille. Mais c'est vraiment ça qui se passe. Et clairement, on sent bien que là, avec la remontée des taux, je crois qu'on est à 180 points de division depuis le début d'année en remontée. Mécaniquement, alors c'est mieux pour l'investissement futur. D'un point de vue ALM, on va investir à des taux plus hauts. Même tout à l'heure, j'ai évoqué la problématique de PAF. On va avoir un taux de rendement de l'actif plus haut, donc on va être en risque de PAF amoindri sur les entités santé prévoyance. Par contre, côté épargne, ça peut être, on peut assister à un mouvement de rachat massif des assurés, clairement, s'ils sont un petit peu initiés ou conseillés ou ils entendent que les taux augmentent. Si les compagnies n'ont pas mis assez de PPB dernièrement pour lisser les taux de rendement futurs, ils accompagneront cette remontée des taux, mais ils risquent d'avoir des arbitrages faits par les assurés, ça clairement.
Pour continuer un peu sur ce même thème, un autre point levé à la fois par Pierre-Henri et par Thomas Langlois, qui observe qu'avec la période de Thomas, les différents acteurs ont plutôt eu tendance à s'orienter vers des actifs plutôt liquides pour aller chercher du rendement. Et du coup, est-ce qu'ils ne se sont pas un peu mis en risque au niveau justement en termes de risque de liquidité? Ils se sont orientés un peu plus sur les actifs liquides, mais ça reste avec une proportion d'actifs liquides très importante. Et je pense que ce n'est pas non plus des actifs liquides qui sont totalement fermés. Voilà, on a quand même un délai pour les montres. Je parle pour la boîte, mais voilà. Après, à mon avis, il faut quand même avoir en tête une chose importante, c'est que la liquidité n'est pas la solvabilité. On peut avoir des problèmes sur un front et ne pas en avoir sur l'autre. Donc là, on a l'objet de notre étude, c'était vraiment la liquidité. La solvabilité, on l'a fait tous dans nos ORSA. Là, on parle de liquidité. On peut avoir des situations problématiques sur la solvabilité qui ne sont pas problématiques sur la liquidité et réciproquement. Donc, il faut bien voir dans les deux questions qu'on a eues sur les actifs liquides ou sur les remontées obligataires, de quoi on a peur. Est-ce qu'on a peur d'un problème de solvabilité? Et là, c'est hors de notre périmètre d'étude. Est-ce qu'on a peur d'un problème de liquidité? Et là, il faudra faire les tests qu'on a essayé de proposer avec les différentes mesures qu'on a présentées. Une question de Bruno Zuterling. Avez-vous pris en compte l'aspect réglementaire type Sapin 2 qui interviendrait en cas de crise? On l'a pris en compte, oui, mais comme elle n'est pas vraiment à la main des assureurs, ce n'est pas un élément sur lequel on peut compter à tout instant comme étant une solution. C'est plutôt une cerise sur le gâteau si elle vient quand on a un souci, et espérons qu'elle ne vienne pas parce que ça n'arrive pas, ce genre de situation. Mais comme elle n'est pas, comme ce n'est pas un facteur à la main des assureurs, on a préféré le faire comme si il n'y avait pas de simplement. On en parle dans la note quand même, tout ce qui est solution macro, mais là, dans le webinaire, on s'est contenté des actions que l'assureur peut avoir et comment il fait pour surveiller son risque. Mais voilà, c'est vrai que ce n'est pas forcément un outil de gestion du risque, ça reste une décision qui est souveraine et qui n'est pas la main des assureurs, donc ce n'est pas une mesure de gestion. Mais effectivement, quand on dit que le scénario stressé de court terme est communiqué au superviseur et le superviseur va l'apprécier, on a en tête le fait que potentiellement, le superviseur prendra une décision parce qu'il aura vu des indications inquiétantes dans les différents résultats des compagnies. Oui, et sur la loi 5.2, pardon, évoquée, on voit bien par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le risque de liquidité qui se matérialise, c'est ponctuellement un risque. Et là, la loi Sapin permet d'attendre quelques mois où ça se résorbe et ensuite ça revient en rythme normal. Donc, par rapport à tout à l'heure, la question qui était un risque de liquidité structurellement évolutif, là, on est plutôt, sur ce qu'on a répondu tout à l'heure, on est plutôt sur une ponctualité qui pose problème, des soubresauts, mais on revient, en fait, on gagne du temps pour ensuite revenir à un rythme normal et avoir évité, dans le cas d'un rachat massif, être amené à vendre des obligations dans de mauvaises conditions. Une question de Pierre-François Marcastel. Avez-vous une idée de l'intensité des stress à appliquer ou appliquer en pratique afin de s'assurer de la suffisance de la liquidité? Alors, c'est une très bonne question. Et on a, je confesse qu'on n'a pas été très précis sur le calibrage des stress. C'était assez délibéré parce que l'Institut des actuaires a par ailleurs pris une position sur les actions détenues dans une optique de long terme. C'est la commission prudentielle qui a publié un papier sur le sujet et qui est une position de l'Institut. Et la commission prudentielle n'a pas, en tout cas pas à ce stade, finalisé complètement les travaux sur le calibrage du test de liquidité pour les LTEI.
et on ne voulait pas, dans notre note, prendre le risque d'avoir une incohérence entre différentes positions de l'Institut. Donc, on a des idées, mais c'est vrai qu'on a été on est resté sur des termes assez généraux dans la note, et c'était un peu délibéré. Voilà. Je ne sais pas si on peut en parler à l'oral, mais... On avait proposé peut-être de s'inspirer du calibrage des SCR, mais c'est vrai que l'idéal, c'est quand même d'avoir un calibrage interne, si on peut, et à défaut, oui, on peut. Il y a des pistes. Mais... Ouais, on voit bien, par exemple, que les valeurs d'actifs vont devoir être stressées, et aussi les flux vont devoir être stressés, les prestations vont devoir être stressées. Donc, j'avais prévu de payer 100 en scénario stressé, peut-être que je vais payer 120. Je percevais 100 de dividendes, peut-être que je percevrai un peu moins. Je vais vendre un actif pour couvrir mon impasse de trésorerie. Cet actif, à quelle valeur je peux le vendre? Peut-être pas à sa valeur de marché complète. Donc, on voit bien qu'il y a besoin d'appliquer un stress, mais de nouveau, on est resté... Oui, et si je me souviens bien, pendant nos discussions, c'était à ce moment-là qu'on s'est dit, mais l'idéal, c'est pas vraiment de calibrer un stress test, c'est de se dire à partir de quand je suis en risque. Et c'est cette notion de point d'alerte, point mort. Donc, oui, on peut essayer d'estimer une hausse des prestations et une baisse de la collecte, et de voir est-ce que je suis en risque ou pas. Donc, on peut aussi se dire, mais à partir de quel niveau de baisse, là, j'ai quelque chose à faire. Et c'est vrai que c'est plus intéressant que juste de faire un test et de dire je suis bon ou pas bon. Sur ce même sujet des calibrages des tests de liquidité, on a Kaline Beladjaya qui nous demande justement, est-ce qu'on parle de stress systémique ou de stress spécifique à l'entité, ou même un mix des deux. Tout à l'heure, on l'a évoqué peut-être rapidement, mais c'est vrai que sur ce risque qu'on évoquait, le marché qui se grippe, on évoquait un risque un peu généralisé, donc systémique, et après aussi, ça peut être un risque ponctuel sur tel type d'actif, sur tel émetteur. Donc là, on est plutôt sur un risque propre à chaque entreprise. Et c'est un peu lié, mais une question d'Hicham Boukarsa qui nous demande si dans le scénario stressé, on doit prendre en compte la réaction des autres acteurs de marché. Alors c'est une question qui a été longuement débattue dans la révision. C'est une question intéressante. En fait, il me semble que la réponse est non. Ça veut dire, en tant qu'assureur, je ne connais pas et je n'ai pas vraiment à connaître la réaction des autres assureurs dans une configuration donnée. Je ne connais pas leur politique, je ne connais pas leur situation précise à l'actif ou au passif, et je ne suis pas légitime pour la connaître. Par contre, le superviseur est légitime. Et c'est pour ça qu'on a imaginé dans notre test qu'on aurait une partie qui serait une production à destination du superviseur. Je fais un test en stressant un certain nombre de choses, et à ce moment-là, le test, je le transmets à mon superviseur. Et là, le superviseur va regarder les tests. Le superviseur est légitime pour regarder tous les tests de tous les acteurs sur le marché. Le superviseur est légitime pour connaître toutes les politiques de tous les acteurs, connaître les situations des uns et des autres, et éventuellement voir que les actions respectives des uns et des autres pourraient nous endommager l'un de l'autre. C'est l'exemple que je tenais tout à l'heure. Si en cas de stress, j'ai une réaction et il s'avère que mon collègue a exactement la même réaction, est-ce qu'on ne risque pas d'avoir un problème sur le marché? Mais c'est au superviseur de le dire. C'est pas à moi. Une autre question de Khalid. Quel est un peu l'impact de la commercialisation des UC à support peu liquide, immobilier, infrastructure, private equity, etc. en cas de vague de rachat? Ça aussi, c'est un risque à prendre en compte. Certains assureurs, justement dans le benchmark, disent qu'ils font des stress sur les UC en disant je suis en période de baisse immobilière. Ce genre de stress, je suis en période de baisse de marché immobilière, et donc du coup, ça incite mes assurés à partir. C'est un cercle vicieux. Sauf que moi, je ne peux pas les vendre aussi vite sur le marché, et donc du coup, c'est un risque.
à part le constater, le mesurer et se dire est-ce que je suis capable de l'absorber ou pas, voilà, il faut peut-être essayer de se cantonner sur pareil, une diversification de supports, de type d'actifs. Alors, si je peux, si je peux préciser, en fait, il me semble que le risque principal n'est pas sur le rachat, mais il est sur l'arbitrage. Parce qu'en cas de rachat, si on ne trouve pas la liquidité, de mémoire, on a légalement le droit de livrer les parts de fonds. Par contre, si mon assuré, c'est un peu invraisemblable, hein, ça se fait pas, mais légalement c'est possible. Par contre, le problème, c'est si je fais un arbitrage, mon assureur est forcé de me donner de la liquidité. Donc là, l'assureur est fournisseur de liquidité aux assurés. Et donc, on aurait un problème beaucoup plus grave si les assurés décidaient d'arbitrer leurs UC vers du fonds euro ou vers des UC plus liquides, enfin vers d'autres UC. Là, on aurait un problème autrement plus important. Et effectivement, l'assureur s'est engagé à fournir la liquidité et ne peut pas utiliser l'artifice de livrer une part de fonds. On a une autre question de Nagy. Dans une approche de type ERM, avez-vous envisagé de regarder les impacts des stress de liquidité sur un accroissement du coût du funding qui viendrait impacter entre autres les ratios de solvabilité? Je pense pas qu'on ait fait. Non, on n'a pas. C'est une bonne remarque, on la prend en note. De toute façon, dans notre étude et même notre note sera amenée à être complétée. Donc, on la prend en note, mais c'est une très bonne question. Une question de Tamour Créchy. La liquidité d'un même actif est différente en situation centrale et en situation de stress. Comment prendre en compte la prime d'illiquidité dans le scénario de stress? Alors, ça touche à ce qu'on disait tout à l'heure. On a un calibrage qu'il faudra mettre en place. Donc, imaginez que dans un scénario de stress, le titre qui valait 100 ne vaut plus que 90 ou 80 ou même moins. Maintenant, ce calibrage-là, c'est ce que tu disais tout à l'heure, on est resté assez vague dessus. Et enfin, si je me la dernière question de Fabrice Jeunesse. Est-il selon vous plus grand pour un réassureur? On n'a pas regardé là. Mais ça dépend de l'assureur. Normalement, non. Normalement, non. Parce que normalement, le réassureur gère son exposition de façon à ne pas être en risque. Il a des actifs en face qu'il est capable de liquider, il a des trésoreries, etc. Et il a lui-même fait des traités pour se débarrasser de la partie du risque qu'il ne voulait pas porter. De la même façon qu'un assureur non-vie aura fait des traités pour mieux gérer son exposition. Donc, après, comme n'importe quelle autre compagnie, le réassureur doit gérer le risque et le suivre. C'est vrai qu'on peut imaginer que sur les gros risques CatNat, il va sortir une montagne de liquidité, donc c'est le même que pour certains assureurs non-vie. Mais il y a ce délai de paiement. Voilà. Autant nous, face à nos assurés, on doit payer assez rapidement, autant dans les traités, ils s'arrangent, c'est un engagement. Et il y a une anticipation qui peut être meilleure pour faire face à la liquidité. Anticipation et une attente aussi qui est permise pour que ça se régule. D'ailleurs, on s'était posé la question, est-ce que la réassurance, quand moi je suis assureur et que je suis réassuré, est-ce que c'est une source de liquidité qui me permet de faire face à mon risque? Du fait de ce délai de latence, je peux pas compter aussi rapidement sur ma réassurance. Donc, il faut vraiment que je fasse des simulations en brut. Moi, je suis engagée sur mon brut. Et quand j'en ai besoin, c'est un peu trop tard. Le réassureur me paye plus tard. Mais tout à fait. Et c'est pour ça que dans le test de liquidité, la première partie, on disait que le cadencement des projections sur la première partie du test, c'est le délai de règlement des prestations. Parce que dans cette première partie du test, typiquement, je peux pouvoir mesurer un écart éventuel entre les différentes prestations. Donc, pour reprendre l'exemple de l'IA, je suis assureur non-vie, j'ai eu une catastrophe naturelle, je dois la régler et mon réassureur va me verser une partie des prestations. La vitesse à laquelle je règle mes assurés et la vitesse à laquelle mon réassureur me règle doivent être prises en compte.
sont source d'une impasse de trésorerie. Alors, potentiel ou pas, ça dépend. Ça dépend parce que de nouveau, il se peut, en tout cas sur les grosses catastrophes, on a des délais d'expertise, on a des délais de chantier, de mise en chantier, en particulier sur la catastrophe naturelle, on a des délais de mise en chantier, etc., qui font que le sinistre n'est pas réglé immédiatement. Parfois, mon assureur va me payer sans trop de décalage, parfois non, ça va dépendre. Il va falloir apprécier ça. Et là, c'est vraiment la compagnie, selon sa connaissance qu'elle a de ses affaires et de ses relations avec ses assureurs, qui va pouvoir apprécier une impasse potentielle. C'était la dernière question. Merci à tous. Merci à tous pour votre attention ce soir. On a une nouvelle question. Pour information, la présentation ainsi que l'enregistrement de la présentation sera disponible normalement d'ici la fin de semaine sur le site de l'Institut. La dernière question. Si vous deviez classer les risques de liquidité à court terme, quel serait votre classement? Une question de Richard Deville. Qu'est-ce que vous entendez par classer les risques de liquidité? Le classement des origines du risque. Des origines. Je pense que ça dépend vraiment ça dépend de chaque compagnie. C'est ça, c'est que chacun, déjà selon son business, si c'est la santé prêt, de l'épargne ou de l'IARD, clairement on n'est pas dans les mêmes cases. Donc là, ça dépend vraiment du business de l'entreprise et même à l'intérieur de ce domaine, ça dépend vraiment de l'appétence aussi. Il y a un mot qu'on n'a pas prononcé, mais l'appétence au risque, elle est là aussi. Alors on l'a dit de façon implicite, mais l'appétence au risque, qu'est-ce qu'on est prêt à prendre comme risque potentiel avec les seuils d'alerte que Ligal disait tout à l'heure, donc de bien définir les seuils d'appétence, parce que des fois, on va se rapprocher de certaines zones d'alerte et puis on va revenir en rythme normal, alors que des fois, on va vraiment casser la limite et là, il faut déjà avoir envisagé toutes les management actions et il faut vraiment les mettre en place tout de suite. Merci à tous. Encore merci, merci beaucoup pour votre présence ce soir et à très bientôt. Merci.